Le marché de l'art face aux restitutions. Novembre 2017, dans un discours à Ouagadougou, le président Macron déclare « Le patrimoine africain ne peut pas être uniquement dans des collections privées et des musées européens. » Collections privées, musées européens. Pour parler de l'impact sur le marché de l'art, parce qu'on a beaucoup parlé de retour d'objets qui sont conservés dans les musées européens en Afrique. Là, on va aborder la question du marché de l'art, mais on va aussi parler un petit peu de la question des collections et des musées. Donc j'accueille pour cette table ronde Bertrand Goy, qui est à ma gauche, qui est un historien des arts d'Afrique et des collections d'Afrique, hein, tout à fait, et qui connaît particulièrement l'Afrique de l'Ouest, Madagascar, qui est auteur de nombreux ouvrages et membre de la Société des africanistes. Didier Claes, que vous connaissez tous, marchand d'art belge, d'origine congolaise, à moitié congolais, on peut le dire, spécialisé dans les arts classiques d'Afrique, le Congo surtout, hein, oui, notamment d'Afrique. Vice-président de la BRAFA, qui est la foire d'antiquité de Bruxelles, célèbre. Alors Didier Claes a participé en juin 2018 à l'atelier de réflexion sur la restitution du patrimoine africain à Dakar dans le cadre de la mission présidentielle, donc qui a été confiée à Felwine Sarr et Bénédicte Savoie. Emmanuel Moine est un avocat à Haut-de-Paris. Il est aussi titulaire du DEA Études africaines anthropologie du droit de l'Université de Paris-Sorbonne. Et il intervient régulièrement sur des questions dans le secteur de l'art. C'est ça. Voilà. Et enfin, j'accueille Amobé Mévégué, qui est journaliste camerounais. Ceux qui peuvent l'écouter sur France 24 le connaissent, ou TV5 Monde. Il est aussi fondateur de la chaîne Ubi News TV, qui est diffusée sur toutes les chaînes africaines francophones. Il est producteur et directeur des programmes culturels. Voilà. Je vais d'abord confier la parole, l'ouverture de cette discussion à Bertrand Goy, qui connaît très bien l'histoire des collections. Et par exemple, si nous parlez de la Côte d'Ivoire, on en est où? Question musée, collection privée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une revendication sur la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une revendication sur la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une revendication? Alors effectivement, il y a une revendication de la part de la Côte d'Ivoire. Alors je vais vous en lire quelques extraits. Le 15 novembre 2017, Sa Majesté Assami Onogbu, qui est président de l'association des rois de Côte d'Ivoire, a demandé au président Macron la restitution du patrimoine de son pays. Alors dans la lettre transmise par le nouveau Premier ministre de la diaspora africaine, son Excellence Roger Louis Tin, une phrase retient l'attention dans la mesure où elle donne déjà une petite idée quant au périmètre envisagé des restitutions. Certains objets ont pu être acquis légalement, et les documents que vous détenez, donc qui s'adressent au président Macron, le prouveront aisément. Alors, on se rend compte déjà que la charge de la preuve est inversée. On reviendra sur cette question après, Emmanuel. Oui, comme l'estime d'ailleurs justifié le collectionneur et juriste que tu connais peut-être, Shailon, considérant que les exactions liées à la colonisation ne sont plus approuvées. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est cette notion de patrimoine. Alors on entend beaucoup parler de patrimoine, mais on a l'impression en fait que les contours de ce patrimoine sont aussi flous quasiment qu'un ectoplasme. Par ailleurs, on peut se poser la question, c'est la deuxième question que je me pose, à savoir si les deux parties concernées, à savoir en l'occurrence la France et l'Afrique, ont bien la même notion des critères à choisir pour déterminer les objets à restituer. Bertrand, je vous coupe tout de suite, parce que pour le Bénin, c'est assez clair, mais la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a justement... Exactement. Exactement. Donc pour le Bénin, ce que je veux dire, c'est que pour le Bénin, effectivement, les choses sont claires, et il n'y a pas trop d'ambiguïté dans la mesure où les deux parties se rejoignent. Le Bénin souhaite récupérer en fait un symbole
de ce pays, qui est en fait 3 effigies de monarques qui sont actuellement au musée du Quai Branly. Et de son côté, la France, elle, considère que comme il s'agit de prise de guerre, c'est une demande qui est justifiée. On est dans un cas d'école d'une certaine manière, parce qu'il ne peut pas être transposable tel quel dans toutes les situations et dans tous les pays. Alors justement, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, si on prend ce critère de pillage, qui revient de façon assez systématique dans la presse en particulier, si on prend ce critère de pillage, à ce moment-là, si on regarde le nombre d'objets qui peuvent justifier d'être restitués pour cette raison, eh bien sur les 4500 objets qui existent au musée du Quai Branly. Alors je prends le musée du Quai Branly comme référence. On est sur la Côte d'Ivoire, 4500 objets au Quai Branly. Oui, on peut se dire il y a du grain à moudre dans la mesure où il y a 100 000 objets africains au musée du Quai Branly. Moyennant quoi, chacun voit midi à sa porte, la Côte d'Ivoire s'intéresse pas au Burundi, s'intéresse pas au Gabon, elle s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Et là, en l'occurrence, c'est la peau de chagrin, ce ne sont plus que 4500 objets qui sont concernés. Alors, et si je prends sur ces 4500 objets, ceux qui relèvent de façon avérée de pillage, de réquisition, par exemple, on se trouve avec un nombre de 160. Je parle de ça, de choses avérées. C'est pour ça que je souhaite bon courage aux experts qui vont avoir à définir justement quels objets peuvent être restituables, parce que chacun de ces objets a sa propre histoire et c'est extrêmement difficile en fait d'en faire la traçabilité. Et si on pousse plus loin sur les 160 objets, tous peuvent être réclamés par la Côte d'Ivoire dans l'intérêt muséal le ou problème, patrimonial. Le problème il est là, c'est que d'un côté, si vous voulez, vous avez, si on prend les critères liés au pillage, ça représente 160 objets sur les 4500. D'accord ? Alors si on se base sur le modèle du Bénin, par exemple, on peut considérer en fait qu'il y a 6 objets sur lesquels chacun peut trouver un accord. Ce sont en particulier les tambours. Parce que ces tambours, suivant Vous voulez dire Côte d'Ivoire ? Je parle toujours de la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez dit Bénin. Donc sur les 160 objets, il y a 6 tambours de la Côte d'Ivoire. 160 objets sont de façon avérée la suite, en fait, d'un acte de guerre, par exemple, une prise de guerre, pillage sans doute, et réquisition également. Et les tambours objets qui pourraient être des trésors nationaux pour la Côte d'Ivoire. Pardon ? Ces 6 tambours pourraient être des trésors nationaux. Alors, ces 6 tambours, j'explique pourquoi. Parce que, comme le disait notre regretté professeur Nyango Rambois, que tu as dû connaître également, inventeur de la drumologie, le tambour fait partie de ces insignes de pouvoir dans la population, dans le royaume Akan. Et donc, en particulier, si 2 clans baoulés s'opposaient, celui qui gagnait donc récupérait le tambour, qui était une marque de sa domination. Donc ces objets-là, par exemple, pourraient être considérés du point de vue des Français et du point de vue des Ivoiriens comme des objets tout à fait restituables. En revanche, alors là je vais prendre un deuxième élément concernant cette lettre qui avait été envoyée. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire s'en tienne à ces 160 objets, dont certains, je dois le dire, sur les 160 en question, donc qui relèvent de pillage ou de réquisition, sans cesse sont des poids à peser l'or. Alors les poids à peser l'or, ce sont des objets de très petite dimension qui existent en quantité extrêmement importante. Et la semaine dernière, pour donner un ordre d'idée, la semaine dernière, il y a eu 4 lots qui sont passés chez Christie's de 20 poids de ce type pour la somme unitaire, pour la valeur unitaire de 25 €, et ils n'ont pas trouvé acquéreur. Donc ça, c'est pour placer un petit peu les objets qui ont été de façon notoire, avérée, des prises de guerre ou des réquisitions. Donc, si en revanche, si je prends la suite de la lettre, on peut considérer que la Côte d'Ivoire ne va pas se contenter de si peu. Alors je cite, en 2015, les dirigeants du musée du Quai Branly ont inauguré une exposition sur les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire. La plupart de ces objets magnifiques ont été acquis par la France à l'époque de la colonisation et souvent même
au début de l'époque coloniale. Alors là, je m'autorise un peu une digression pour observer qu'une simple consultation du catalogue de cette exposition aurait suffi aux conseillers du roi pour se rendre compte qu'ils se trompaient de cible et qu'ils auraient dû adresser leur lettre au président de la Confédération helvétique, dans la mesure où seuls 3 objets appartenaient au Quai Branly et la très grande majorité des autres appartenaient à des collections privées ou publiques suisses. Donc déjà, si vous voulez, c'est cette notion de patrimoine où on parle de ça, de cette espèce d'entité, de cette espèce d'abstraction, mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'elle recouvre. Et là, déjà, alors je vais utiliser... Alors, non, mais concernant la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de nous dire que ce qui est plus important, ce sont dans les collections privées. Eh ben, on en arrive à la conclusion suivante. C'est évidemment parce que sur les 4500 objets, alors je vous abreuve de chiffres là, mais excusez-moi, sur les 4500 objets donc de Côte d'Ivoire, vous avez affaire à un inventaire à l'après-vert. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque du musée d'ethnographie et ensuite à l'époque du musée de l'homme, ces institutions étaient tenues d'accepter tous les objets qui leur étaient proposés. Donc vous vous retrouvez avec le lot habituel de pointes de lance, de godasses usagées, de tessons de bouteilles, etc., etc. Et sur les 4500, 1600 poids à peser l'or de nouveau. Donc si vous voulez, ça restreint de façon importante le nombre des objets admirables. Et ces objets admirables, on peut considérer chefs-d'œuvre ou œuvres de grande qualité en Côte d'Ivoire. Pour la collection Côte d'Ivoire au musée du Quai Branly, ça se monte à peu près à 60 objets. À partir de là, il faut se demander, pour chacun de ces objets, dans quelles conditions il a été acquis. Si je prends un exemple, la maternité d'An, très célèbre, qui appartenait au gouverneur Antonetti, moi-même j'ai écrit un article après avoir fait des recherches importantes sur ce sujet-là, et je ne suis pas arrivé à déterminer dans quelles conditions le gouverneur, qui était là juste après la guerre de 14-18, a pu acquérir cet objet. Est-ce que c'était un don d'un chef de village lors du passage du lieutenant-gouverneur de la colonie, ou bien, si on s'arrête à la réputation d'Antonetti, qui par la suite a été dénoncé par Albert Londres et Gide comme responsable de l'hécatombe des ouvriers qui ont construit le Congo-Océan, on peut se dire qu'il s'agit d'une réquisition. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que très rapidement, on se rend compte que bien, il n'y a pas suffisamment pour tout le monde. Et à ce moment-là, effectivement, on est obligé de considérer, d'aller regarder un petit peu ailleurs, d'aller se balader dans le parcours des mondes ou d'aller dans les ventes, de fréquenter les ventes aux enchères et de trouver des objets qui pourront correspondre aux desiderata des pays qui les demandent. Merci Bertrand. Ainsi, ce que je voudrais dire, pour préciser ma pensée, c'est que si on prend cette exposition Côte d'Ivoire dont le roi louait la qualité, 60% des objets provenaient de collections privées. Dans l'exposition Forêt natale, qui ont montré en fait la fine fleur de l'art gabonais, on a exactement la même proportion. 60% de ces chefs-d'œuvre proviennent de collections privées. Alors, en ce moment, il y a une exposition sur Madagascar, mais on y reviendra après. Hein, parce que c'est encore autre chose, je crois. Didier Claes, vous êtes marchand et vous avez participé le 16 octobre dernier, vous avez été invité à vous exprimer au Parlement bruxellois francophone sur la question des restitutions. On va voir un court extrait. Voilà. Alors, restitution, j'ai vu que c'était écrit avec un grand point d'exclamation. C'est un mot qui fait peur, ou qui a l'air de faire peur. Restitution, je vais le mettre en parallèle avec dignité, parce qu'ayant entendu toutes les intervenants aujourd'hui, je ressens uniquement une seule chose quand j'entends restitution aujourd'hui. Je ressens le mot dignité. Je vais faire un petit pas en arrière. On a commencé avec le discours de Macron qui parlait de la restitution du patrimoine africain, mais tout a commencé quelque temps auparavant
avec la demande de restitution du Bénin, pays souverain, qui réclamait le retour de ces œuvres d'art pillées lors de la colonisation française. Et la réponse, en fait, à l'époque du ministre des Affaires étrangères, Hérault, a été perçue par les Africains, enfin par les Béninois pour commencer, comme d'une manière sanglante. La réponse était: ces objets font partie désormais du patrimoine public français et donc sont inaliénables et imprescriptibles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de débat. Et c'est à ce moment-là, je pense, que les choses ont mal été. Pourquoi? Parce que le Bénin a ressenti cette réponse d'une manière sanglante. Les Africains se sont retrouvés humiliés une fois de plus. Je pense qu'il aurait juste fallu ouvrir le débat. Alors, ouvrons le débat. Bertrand Goy vient de souligner 2 points importants. 1, les œuvres qui pourraient intéresser les pays africains ne sont pas tous dans les collections publiques. Donc, ils sont chez les collectionneurs, chez le marché, ou dans le marché, effectivement, et chez les marchands. Et 2, la problématique de savoir de quelle façon ça a quitté l'Afrique. Est-ce que ça a été pillé? Est-ce que ça a fait l'objet d'une prise de guerre et comment les marchands vivent ça maintenant? On a beaucoup parlé de musée, mais on n'a pas parlé de marché. Tout d'abord, je remercie Bertrand Goy pour sa luxueuse intervention. On y reconnaît là un amoureux de l'Afrique et un connaisseur de l'Afrique. Je trouve que c'est tout à fait appréciable. C'est vrai, on a parlé du marché de l'art et on parle des collections privées. Pour la simple et bonne raison que lors du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou, il a parlé du domaine privé. Moi, je laisse à penser, peut-être qu'il a glissé aussi. Hein, on connaît l'exercice difficile que c'est pour un politicien. Il parle du domaine privé, du domaine public. Pour parler de restitution dans le domaine privé, il faut qu'il y ait un inventaire. On peut parler de restitution sans inventaire. Comment pourrait-on imaginer une seule demi-seconde, un inventaire des collections privées? Avant d'arriver ce matin, Je vous coupe tout de suite, Didier. Ouais. Pour les ventes publiques, on a vu des cas de demande de restitution d'objets qui passaient en vente publique parce que c'était exposé publiquement. Mais il faut qu'il y ait un inventaire pour ça. Oui. Il faut Donc, savoir, il peut y avoir comme des Bertrand Goy l'a réclamations. précisé, Bertrand Goy a précisé qu'il faut d'abord connaître l'origine de ces objets, savoir qu'est-ce qui est issu réellement d'un pillage. À partir de ce moment-là, on peut alors essayer ou supposer pouvoir entamer des procédures. Donc il faut être sûr que ce soit issu d'une... Alors, il faut comprendre une chose. Bien Sur mal les acquis. objets d'art anciens qui sont présents dans les collections publiques et privées, énormément de ces pièces, et la majorité, on vient de le prouver par des chiffres, font partie d'achats, d'abandon des croyances. Vous savez, moi je suis né au Congo, je suis né en Afrique, j'ai sillonné le Congo avec mon père, je l'ai vu acheter des pièces, facture à l'appui quand c'était possible. On doit accepter, nous, en tant qu'Africains, alors moi je parle toujours, j'ai la chance de pouvoir parler en tant qu'Africain et en tant qu'Européen. D'où ma double casquette qui me sert énormément, et j'en use encore et encore. Mais il faut qu'on accepte qu'il y a l'abandon des croyances. C'est pas quelque chose de négatif. L'abandon des croyances, ça permet à une civilisation d'évoluer. Énormément des pièces qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui et dans les institutions publiques sont issues de ça. Énormément de ces pièces sont issues des collectes des missionnaires. Énormément des pièces sont issues de l'échange commercial. Énormément de pièces, déjà, sont issues du commerce. On retrouve des photos de terrain du début du siècle passé où on voit des comptoirs de vente et d'achat d'œuvres d'art. Tout n'a pas été pillé, on est d'accord. Pour ma part, il y a, et de l'autre côté, j'insiste avec force qu'il y a des objets qui font partie d'un pillage ciblé. Est-ce que vous y faites plus attention maintenant en tant que marchand? On a toujours fait attention à cela. La majorité des objets qui viennent d'un pillage ciblé se trouvent dans les institutions publiques. On a parlé de General Dodds, donc des objets qui sont réclamés par le Bénin, sont issus, clairement, il n'y a pas de discussion là-dessus, sur un pillage ciblé. Les objets du Bénin City, l'ancien royaume Owo du Nigeria, sont issus d'un pillage ciblé. Il faut s'arrêter parce que le juriste dirait qu'il ne faut pas confondre pillage et prise de guerre. Je laisserai le juriste pour ça préciser certaines choses. Je pense qu'il est en train de cogiter tout ce que nous disons. Il y a au musée de Tervuren certains objets qui sont issus d'un pillage ciblé. Tous ces objets, on les connaît. La majorité des objets dans le marché de l'art sont issus d'achats, de collectes de différentes choses.
Je tiendrai juste aussi par finir une chose, et le juriste pourra compléter cela, je vais lui laisser cette partie. Dans le domaine privé, la complexité juridique est encore plus difficile, je pense, que dans la complexité d'objets publics. À mon sens, je pense. Je crois qu'au niveau du droit du domaine privé, on rentre dans une complexité juridique encore plus... Il n'y a pas de crainte sur le marché de l'art par rapport à Pour cette ma part, problématique écoutez, moi je des- défends un des métier aujourd'hui de restitutions. passion. Je défends un Ouais. métier de passion, et je le dis de manière aussi assez prononcée. Il n'y a pour ma part aucun problème, ni aucune ombre possible sur cela. Bien au contraire. Des collectionneurs vous posent des questions là-dessus, ont des inquiétudes. Bien sûr, mais vous savez, c'est comme le marché de l'art, c'est comme la bourse. Il suffit qu'on lance une rumeur sur une valeur pour qu'elle s'écroule. Et le problème ici, on est dans la rumeur. Moi, vous l'avez précisé au départ, j'ai participé aux discussions à Dakar et j'ai posé la question de savoir. Mais on m'a répondu, l'air de me dire pourquoi je vous ai posé cette question, puisqu'on n'est pas du tout, ce n'est pas quelque chose même d'envisageable en soi. La question de la restitution des La biens question de privés. la restitution ne touche pas au domaine privé. Et elle ne peut pas le toucher, puisque pour le faire, il faut d'abord pouvoir avoir un inventaire. Alors écoutez, est-ce que vous imaginez combien d'objets, plus ou moins, il existe dans le monde, dans les collections privées? On est entre 6 et 8 millions d'œuvres. Et Bertrand nous a donné un petit extrait qui peuvent laisser 6 que c'est ou 8 millions que ce qu'il y a dans nos musées, ce n'est que la partie apparente de l'iceberg. Non, pas du tout. Pour ma part, Oui. la plupart des objets Ce qui sont qui est- issus du pillage se Oui. trouvent dans les institutions publiques. British Ah, Museum, Quai Branly, la plupart. En tout cas, sur lesquels on peut être certain, parce qu'il faut encore le certifier, tout cela. Ben, je vous dis, la proportion, pour ce qui me concerne, et je pense que je connais relativement bien les collections de Côte d'Ivoire au musée du Quai Branly, la proportion, elle est effectivement relativement faible, puisque je parle de 160 objets sur 4500. Tout à fait. En tout cas, je vais juste, pour terminer, puis je laisse la parole au juriste. C'est moi qui donne la parole au juriste. Je m'excuse, Merci. Armelle. Alors, je veux bien garder la parole, garder le micro. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est très important à le faire savoir, parce que, vous savez, je suis un des marchands qui continue toujours à aller en Afrique, pas pour pouvoir trouver des pièces, parce que, effectivement, l'Afrique est aujourd'hui démunie de son patrimoine, en tout cas ancien. Je veux qu'on tienne compte de cela. Le problème n'est pas de savoir qui est pro-restitution, qui est contre ou pour la restitution. Aujourd'hui, moi, je milite pour que l'Afrique ait accès à son patrimoine. Cela ne doit pas nécessairement passer par des restitutions. Ça peut être des sait achats, aujourd'hui- Les des connaisseurs dons, de l'Afrique savent que des l'Afrique nations. est démunie de son patrimoine. Oui. Et quand j'ai donné cette intervention au Parlement européen à Bruxelles, et que je parle de dignité, vous savez, la Grèce réclame les frises du Parthénon depuis plus de 2 siècles. L'Égypte réclame Néfertiti, le buste de Néfertiti, depuis 1925. Quand vous posez la question à des historiens grecs, ils vous disent on ne lâchera jamais. Quand vous posez des questions aux Égyptiens, on ne lâchera jamais. C'est une question de dignité. L'association qui a réclamé certains objets de retour du musée de Tervuren au Congo, CRAN, le CRAN, le Conseil représentatif des mais là c'était une associations association noires. parallèle à Bruxelles en Oui, tout cas, BAMCO. m'a fait savoir une chose. Vous savez, la restitution n'est pas nécessairement même physique. Ils y trouvent même des solutions à cela. Elle n'est morale. C'est une question de dignité. Quand on ferme le débat, c'est là qu'on se sent offensé. Le problème n'a pas commencé à Ouagadougou, il a commencé 1 an auparavant. Et vous savez, je fais partie de ces personnes qui parfois sont tristes d'avoir raison. Et sur ce sujet-là, quand on va vers l'Afrique, on sait où est l'Afrique, comment elle évolue aujourd'hui, comment elle bouillonne aujourd'hui. J'ai 22 ans de métier. J'ai entendu dire pendant 20 ans, mais les Africains, ils ne s'intéressent pas à leur art. Ils ne s'intéressent pas à leur culture. Aujourd'hui, ils s'y intéressent, ça pose problème. Voilà. Didier, merci. Avant de passer la parole à Emmanuel Moine, notre avocat, à Mobé, les Africains, ils ne s'intéressent pas à leur patrimoine. Mais Sa Majesté, à vos côtés, vient de dire exactement le contraire. Alors, je fais modestement l'écho-répartiteur de l'opinion publique, on va dire, des peuples d'Afrique, parce que moi, je suis un saltimbanque plurisectoriel de l'audiovisuel et je voyage beaucoup, je rencontre les gens. Et ce qui est bien, c'est que enfin le débat est ouvert et qu'on peut échanger sur une question qui est très sensible, mais qui ressort et qui donne une résonance à ce qu'on appelle la dignité, tout simplement. Et il est heureux
aujourd'hui que le débat puisse s'ouvrir sur ces histoires de restitution où il y a plusieurs échelons qui peuvent intervenir, l'échelon juridique, parce qu'on parle de classification, de biens imprescriptibles. Il y a aussi de l'autre côté l'effet miroir, parce que d'un côté il y a l'Afrique, de l'autre côté il y a les grands musées, il y a les marchands privés. L'opinion publique africaine est totalement décomplexée. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui dit ce qu'on appelle le fameux sanglot de l'homme blanc n'est pas la question. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour gémir, geindre sur le passé colonial, même si c'est une question qui jaillit dans le quotidien. La question, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait et quelle est la responsabilité aussi africaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les puissances publiques ont aussi une responsabilité. Je parle devant un doyen parmi les aînés qui m'a glissé tout à l'heure, c'est Pierre Amrouche. Pierre Amrouche. Je vois ses yeux qui m'éblouissent, donc j'ai du mal à le voir, qui me confie absolument que, par exemple, peu le savent, dès le milieu des années 80, le Gabon a pris l'initiative de racheter des œuvres sous l'impulsion du Sisiba. Oui, mais je parlais de la zone francophone. Dans les années 70, dès les années 70, Nigeria, Gabon des années 80. Tout à racheter fait. des pièces sur le marché. Tout à fait. Sous l'impulsion du Sisiba, le centre des civilisations bantoues. Donc ça veut dire que, pour faire résonance à ce qui s'est dit, déjà quelques chefs d'État pensaient qu'il était important qu'une restitution, ou en tout cas qu'une réappropriation d'une parcelle du patrimoine africain, parce que vous savez que les objets sont dépositaires à la fois de choses, entre guillemets, plus ou moins triviales et usuelles, mais qu'il y a aussi une convocation sacrée. Donc dans cette dimension-là, l'Afrique aujourd'hui est dans sa totale légitimité de revendiquer une parcelle de restitution. Maintenant, que faisons-nous ? Comment est-ce qu'on procède ? Alors, le principal écueil que les anti-restitutionnistes opposent à ça, on va pas rendre les objets dans les pays où il n'y a pas de musée. Alors ça, c'est une question. Rome ne s'est pas bâtie en un seul jour. C'est une question qui est légitime parce que lorsqu'on a affaire à des objets d'art, il faut parler de conservation. Ça aussi, c'est un faux problème. Je pense qu'une fois que les gens sont de bonne composition et acceptent de parler autour d'une table, il y a des exemples qui existent, il y a des musées qui existent. On voit déjà, par exemple, que le Nigeria est sur un énorme projet d'un musée qui devrait ouvrir d'ici 2 ans, avec vraiment une ossature qui est absolument à l'instar des standards internationaux. Je sais que il y a des initiatives en zone francophone d'Afrique, le Mali notamment. Je sais que le Sénégal est doté d'un musée, mais il y a effectivement cette question de logistique, de moyens et de conservation et de formation. La coopération technique, moi je suis pas pour le retour, le rétablissement de la traite négrière et de la colonisation, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les expertises africaines qui existent acceptent que aujourd'hui, on peut légitimement se regarder yeux dans yeux et faire en sorte qu'une possibilité de restitution, même immatérielle, avec aujourd'hui des hologrammes, etc., en partie, mais matérielle également, puisse se faire, des restitutions temporaires, voire définitives. Et avant même une restitution temporaire ou définitive, un transfert de propriété, Maître Moine, je vous cède la parole. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un premier temps, restituer, ça veut dire transfert de propriété pour la conservation, on verra plus tard. Alors, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Et je parlerai en tant que juriste. Vous avez la police de ce débat et je vous remercie de me donner la parole. Juste un mot pour cadrer le débat. Quand on parle de restitution, et vous l'avez dit également, il faut qu'on définisse le mot. Qu'est-ce que c'est qu'une restitution ? Restituer pourquoi et à qui ? Restituer pourquoi ? Restituer, ça veut dire rendre à quelqu'un ce dont il a été dépossédé de manière illicite. Ça, c'est la définition juridique, au vocabulaire juridique cornu, du mot restitution. Par extension, restituer à quelqu'un, c'est aussi lui rendre ce qu'il nous a prêté. Donc, une fois qu'on définit le terme restitution, on cadre le débat. Est-ce qu'on veut sortir de ce débat strictement limité à des restitutions d'objets qui ont été, à un moment donné, acquis de manière illicite, tout avec un cadre temporaire aussi. C'est une autre question. Ouais. C'est une autre question, mais là, pour le coup, ça élargirait le débat de manière beaucoup plus large. Donc, restituer, quand je disais tout est possible selon les principes du droit. Le droit permet, contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, un nombre assez considérable de manières de faire.
Et le débat qui s'est noué depuis la demande de restitution du Bénin en 2016, depuis le discours du président Macron, est un débat qui tourne autour de cette notion de ce qu'il est possible de faire ou de pas faire. On oppose, semble-t-il, beaucoup le droit français des collections publiques qui sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables, sauf que si on parle de rendre de manière temporaire, ou en tout cas de présenter de manière temporaire dans des pays étrangers, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée par le sujet, le titre de votre débat est d'ailleurs beaucoup plus large que celui-là, on a des moyens juridiques pour le faire. Le premier des moyens juridiques pour le faire, c'est le prêt de longue durée. C'est ce qui s'est passé dans le cas des manuscrits coréens. Voilà. C'est une histoire sud-coréen, c'est sûr. On ne les a pas restitués à la Corée du Nord. Je pense qu'on n'aurait pas pris ce risque-là, encore qu'aujourd'hui le débat est lancé. Que s'est-il passé? C'est intéressant de raconter cette histoire parce que ce sont des manuscrits qui ont été emportés dans le cadre d'une expédition punitive à la fin du XIXe siècle en Corée du Sud à la suite de l'assassinat de missionnaires chrétiens en Corée du Sud. Ils ont été intégrés dans les collections publiques en 1866, sauf erreur de ma part, et puis ils ont disparu du radar. C'est-à-dire qu'on ne les a plus vus, on n'en a plus entendu parler, et puis personne ne s'est posé la question de savoir où ils étaient. Ils étaient à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, jusqu'à ce qu'un chercheur sud-coréen, en 1975, tombe dessus. Ils étaient attribués à la Chine, d'ailleurs, et pas du tout à la Corée du Sud. Et c'est en 1975, seulement en 1975, que le débat s'est instauré sur le point de savoir s'il fallait ou pas restituer ces manuscrits sud-coréens. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple frappant qui montre que, certes, ces manuscrits ont été sortis de manière illicite du pays, mais si on les a retrouvés, si on en a aussi trouvé leurs traces, c'est parce qu'une institution muséale française les a conservés, les a mis à la disposition du public, les a mis à la disposition des chercheurs, de manière totalement libre et totalement ouverte, qui ont pu remettre la main dessus, qui y ont vu un intérêt, effectivement, et c'est de là qu'un mouvement s'est engagé. Ces manuscrits, ils ont été prêtés à la Corée du Sud, au terme d'un accord intergouvernemental du 7 février 2011. Ils ont été prêtés par prêt renouvelable de longue durée de 5 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui susceptibles de restitution, mais susceptibles de restitution à leur propriétaire, qui est toujours la France. On sait très bien que ça n'arrivera pas. La Corée considère que c'est bien sûr, acquis. Hein. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que par ce mécanisme du prêt, les manuscrits sont là-bas. Ils sont conservés dans des conditions muséales, qui sont des conditions muséales satisfaisantes, qui ont été décidées à l'avance, et ils ont été numérisés avant de partir de France. Donc, pour le coup, on peut raconter anecdote sur la manière dont les choses se sont passées, bien sûr, mais c'est un exemple qui montre que les manières de faire, et vous en avez évoqué certaines d'entre elles, une restitution qui pourrait être immatérielle, par exemple, une mise à disposition, enfin beaucoup de choses sont possibles. On peut imaginer dans aussi, les limites du droit, beaucoup de choses sont possibles. On peut imaginer aussi, la loi le permet aujourd'hui, que des objets soient déclassés des collections publiques nationales pour être rendus à qui les réclamerait. S'agissant des collections privées, le débat est un débat, pour le coup, beaucoup plus complexe, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, puisque, par définition, quand quelqu'un achète quelque chose dans une maison de vente aux enchères ou auprès d'un marchand, il est, cet acheteur, acquéreur de bonne foi. Quand il va acheter chez vous un objet, j'ai regardé le site de votre galerie, il y a un objet du Congo qui a été collecté par les Pères Blancs au début du siècle dernier, magnifique, vous le présentez comme un objet absolument essentiel. Il a été donc collecté par les Pères Blancs avant 1910 si je ne me trompe pas, puis il a été donné de don en don, il est arrivé finalement sur le marché en 2011. Cet objet, quelqu'un va l'acheter, va l'acquérir, il va en être acquéreur de bonne foi. Donc, à son endroit, il pourrait y avoir une action en revendication de cet objet, mais
Cette action en revendication, selon les critères du droit français, elle est enserrée dans un certain nombre de critères qui sont assez restrictifs et qui visent à protéger l'acquisition de l'acquéreur de bonne foi. Donc, juste pour refaire le cheminement depuis le début, il faut s'entendre sur ce mot restitution. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui est concerné par une éventuelle demande de restitution? Il faut qu'il y ait une demande de restitution. Oui. On a parlé du Bénin, mais si on recherche dans la jurisprudence française, dans les procès qui ont été faits aux uns et aux autres selon le droit français, eh bien, on ne va pas en trouver des actions en revendication ou des demandes de restitution. Le Nigeria avait demandé, il y a des années de cela, avait revendiqué sur le fondement de la Convention de l'UNESCO, qui n'était pas du tout applicable à ce dossier-là, la restitution d'un certain nombre de têtes NOC. Ça a été allé jusqu'à la Cour de cassation, qui avait dit vous vous êtes trompé de fondement et donc cette restitution n'est pas possible. On peut prendre pour exemple les demandes qui ont été faites, je change de continent, par les tribus Hopi avant des ventes aux enchères ces dernières années en France, en 2013, en 2014. Ces demandes n'ont pas prospéré. On pourrait rentrer dans le détail Mexique si vous le aussi, si beaucoup vous le Amérique souhaitez. latine. Amérique latine également, les objets du Mexique. Le Mexique réclamait des objets. Ce qui se passe dans ces cas-là, quand elles passent en vente publique, par exemple, ça pourrait être le cas aussi dans un musée lors d'une exposition temporaire, lors de prêts de collectionneurs privés, c'est qu'il y ait une demande d'un pays, ça bloque la pièce. Le temps que le dossier se débloque, ça peut bloquer la pièce 2 ou 3 ans. Ouais, c'est assez préjudiciable. C'est ce qui avait été demandé dans les dossiers dont je viens de parler, mais ça n'a pas prospéré pour de diverses raisons juridiques dont on pourrait débattre si vous le souhaitez, qui sont intéressantes. Ça bloque les pièces pendant un certain temps. Ça n'avait pas été le cas. Justement, ce qui avait été demandé, c'était une action en référé qui avait demandé le blocage de la vente d'un certain nombre de masques Katsinam des tribus Hopi d'Arizona, qui n'avait pas prospéré pour un certain nombre de raisons juridiques. Ce qui me frappe, moi, dans ce débat, c'est précisément l'absence de demande. Avant 2016, on n'en voit pas beaucoup. On parlait du Nigeria tout à l'heure. Le Nigeria a ratifié la Convention de l'UNESCO de 1970 en 1972. Donc on peut dire que le Nigeria, pour le coup, est précurseur par rapport à d'autres pays. Ouais. Le Bénin l'a ratifié en mars 2017. Ça veut dire que la Convention, dans ses rapports entre le Bénin et la France, eh bien, elle est entrée en vigueur vis-à-vis du Bénin en juin 2017. Mais ça, c'est frappant aussi. Ça veut dire que la Convention de l'UNESCO n'est pas applicable. Alors, l'État, sur les demandes de restitution, ça n'a pas non, d'effet. elle n'est pas applicable. Là, pour le coup, elle est applicable aux biens qui seraient sortis de manière illicite du Bénin après juin 2017. Donc, très clairement, elle est hors sujet. Mais je la mentionne pour montrer l'intérêt ou le désintérêt, on pourrait dire. Je suis volontairement polémique là sur le... Ils n'ont pas signé le document, donc déjà... sur le sujet. Après, ça peut être un éveil tardif. Certes, on peut imaginer. Bien sûr, ça peut être un éveil tardif, mais ce qui se passe, que ce soit pour les collections publiques ou en tout cas pour les collections privées, on a un certain nombre d'obstacles juridiques qui s'opposent à des demandes de restitution, mais par-delà ces obstacles juridiques, moi je ne vois pas, encore une fois, trace dans la jurisprudence d'un mouvement de revendication des objets qui seraient sur le marché des collections privées. Je n'en vois pas la trace en jurisprudence française, en tout cas. Je pense qu'ils vont d'abord s'attaquer aux collections publiques, ce qui est en train de se faire. On a un inventaire de faits comme... Je ne sais pas si on peut dire s'attaquer aux collections publiques, c'est quand même pas l'esprit, j'espère, qui va présider à tout ceci. On va bientôt le savoir. Mais sur votre débat, c'est le marché de l'art face aux restitutions. Vous avez commencé à l'esquisser tout à l'heure. Oui. Sur le marché de l'art, tout un chacun peut acheter des objets. C'est clair. Voilà, on en a parlé. On a le Gabon acheté, le Nigeria acheté en public. Et c'est quand même la source majeure, je pense, moi, d'acquisition d'objets, que ce soit des pièces muséales ou que ce soit aussi des pièces moins importantes qui trouveraient très certainement un intérêt dans bon nombre de musées. Je veux dire, il n'y a pas que les pièces de la Regalia qui ont un intérêt pour l'art.
pour l'humanité et pour les rôles qui sont les rôles de chaque musée, que ce soit un musée en Europe ou que ce soit un musée en Afrique. Mais c'est pour ça que j'en reviens toujours à la même chose. Moi, je suis très pragmatique dans mon approche. Je connais les collections. Et je dis simplement, bon, moi je veux bien qu'il y ait un certain nombre de choses qui ne soient pas des régalias. J'ai pris l'exemple des régalias parce qu'en fait, c'est l'exemple du Bénin. Donc je faisais une relation avec ce qui se passe pour le Bénin. Mais, si vous voulez, si je continue avec la Côte d'Ivoire, les missions ethnographiques, ce qu'il faut savoir, des années 30, qui ont été assez nombreuses dans ce pays, eh bien, les gens, les ethnologues qui étaient à la tête de ces expéditions suivaient les préceptes du maître de l'école d'anthropologie française, à savoir Marcel Mauss, pour lequel, je n'ai pas dit Pierre, hein, Marcel, pour lequel, en fait, le beau était monstrueux. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez l'expédition de Labouret en 1936 en Côte d'Ivoire, il ramène donc Labouret, c'est un ethnologue qui était donc pour le Musée de l'Homme en 1936. Il ramène 435 objets, des poulies, des statues, des choses de genre-là. Je peux vous dire, on compte sur les doigts d'une main les objets que Didier ou Pierre voudraient présenter dans leur galerie. Donc, si vous voulez, moi, la seule question que je me pose, c'est que je me dis, mais où va-t-on trouver de quoi peupler sans se, excusez-moi l'expression, se foutre de la gueule des pays qui vont créer des musées, où on va les trouver, ces objets-là? Et Bertrand, vous êtes sûr que les pays africains qui réclament les pièces, certaines pièces, sont les mêmes que ce que les Européens pensent qu'ils veulent? Ce que je faisais Est-ce que le apparaître, regard est le même, ce que je des deux faisais côtés apparaître, c'est que dans la lettre, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Moi, je m'en tiens à la Côte d'Ivoire, Madagascar, que je connais. Je connais moins les autres situations. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le type d'objets dont ils font état, ce sont des objets qui ont été présentés comme étant des objets réalisés par les maîtres de la sculpture en Côte d'Ivoire. Donc oui, voilà, donc je me pose la question simplement. Je me dis, est-ce que les critères sont bien les mêmes pour les Européens et pour les Africains? Moi, si je peux me permettre, et je vais m'excuser pour l'expression, mais je trouve qu'on fait du foin pour rien. Je pense que dans ce problème de restitution, certains acteurs du marché de l'art ont trouvé le moyen d'exister et en criant au loup au village. Très sincèrement, d'abord quand on parle des pays africains qui demandent la restitution, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est pas le pays souverain qui demande la restitution. Non, oui, ça c'est un autre problème. Un roi, un chef de village, bon, tout le monde peut commencer à demander restitution, on n'en finira pas. Le seul et unique pays aujourd'hui à avoir fait une demande officielle de restitution, c'est le Bénin. J'ai rencontré à Dakar le représentant de la ministre, le ministre de la Culture. La réalité, c'est qu'ils réclament que 6 objets, réellement, qu'ils veulent avoir, qui sont des représentations des rois Gléglé, du trône d'Abomey, Béhanzin. Guézo, Béhanzin. Exactement. 6 objets, qui sont des pans de leur histoire. C'est ce que je disais. Ouais. Uniquement. Le Congo n'a réclamé aucun objet à Tervuren. Ce sont des mouvements panafricanistes qui se gouffrent dans une brèche et qui essaient d'exister par rapport à cela. Est-ce qu'on doit prendre en considération tout cela? Pour moi, le débat, finalement, en fait, il n'y a presque pas de débat par ici. Quand je vous parle des questions de dignité, il est certain, par contre, que certains pays, évidemment, vont enfin avoir un éveil. On ne peut pas leur reprocher cet éveil tardif, d'ailleurs. Il y en a eu, on l'a répété, Pierre Amouche l'a fait savoir. Les musées africains ont connu le jour dans les années 60 pour certains. J'ai visité cette année le musée d'Abidjan, qui détient plus de 25 000 pièces, dont des chefs-d'œuvre absolus. On ne le dit pas. Le musée de Kinshasa, plus de 80 000 pièces. Bamako a une collection aussi. On ne parle pas de Dakar. J'en parle pas pour l'instant. Mais la plupart de ces musées africains possèdent des collections et ont un éveil certes tardif. Mais aujourd'hui, la réclamation, si je vais résumer de manière assez simpliste, tient à 6 objets. Ah oui, non, mais c'est... Le marché de l'art, on se retient, on s'accroche au discours de Macron parce qu'il l'a dit, collection privée. Je répète, pour ma part, il aurait pu glisser à ce niveau-là. Le juriste ici vient de, par A plus B, de nous démontrer que le marché de l'art dans les collections privées est, d'une certaine manière, inattaquable. Alors de quoi parle-t-on? De quoi avons-nous peur? Je le répète, certains acteurs du marché trouvent le moyen d'exister en criant au loup dans la bergerie.
Alors nous, les marchands de l'art, les acteurs, faisons attention à cela parce que nous allons scier la branche dans laquelle nous sommes assis. Le marché de l'art se comporte merveilleusement bien, et l'art africain aussi. On a des problèmes beaucoup plus importants. Le problème de l'ivoire, j'ai pas vu autant de soulèvements, un réel problème. Le marché de l'ivoire a perdu 25-30%. Je n'ai vu aucun débat là-dessus. Aujourd'hui, l'Afrique ose, enfin encore quand on parle de l'Afrique au pluriel, hein, quand Emmanuel Macron, le président français, parle de l'Afrique et dit de Ouagadougou à Dakar, bon, il parle de l'Afrique en un seul nom, l'Afrique est plurielle. Absolument. Bon, alors on a l'habitude d'en parler de cette manière, on ne parle pas de l'Europe, on parle des pays. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants par rapport au marché de l'art, parce que le titre de la table ronde, c'est le marché de l'art face aux restitutions. J'ai des confrères qui sont dans la salle. Il n'y a aucune. La seule inquiétude qu'on va avoir, c'est de nous faire nous-mêmes cette propre inquiétude. Et de la transmettre à nos collectionneurs. Le juriste ici vient nous le dire par A plus B que le marché de l'art est inattaquable. Il y a eu quand même des discours qui ont fait, qui font un peu peur, en particulier à l'UNESCO, en particulier celui du président Talon, etc., qui montrent en fait qu'ils ne souhaitent pas se contenter d'hologrammes ou de restitutions temporaires. C'est pour ça que je parle de dignité. Je parle de dignité. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Quand je parle des Grecs qui réclament depuis 2 siècles le retour des frises du Parthénon... Soyons clairs, moi, mon approche, elle est une approche d'historien. Je suis totalement je suis totalement d'accord. Je vais juste terminer avec ça, à dire que pour moi, le problème n'a pas commencé lors du discours de Ouagadougou. Il a commencé un an auparavant. Parce qu'on a clos avec le Bénin. On aurait étudié quand les Grecs réclament à l'Angleterre, il y a des débats. C'est passé, je pense, au Parlement anglais. On ouvre le débat et on y discute. Et c'est là qu'on progresse, qu'on avance. Vous savez, tout ce problème, c'est parce qu'il est frais. Il est frais. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que on devrait plutôt d'abord s'asseoir et exprimer un satisfecit de voir que pour une fois, on peut en parler. Et ne pas forcément opposer les deux démarches, à la fois les puissances publiques, qui s'avèrent sous certains cieux impuissantes, et de l'autre côté, celle des marchands et des privés. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir une concomitance des offensives et encore une fois, l'une des responsabilités les plus saillantes devrait être celle des puissances publiques, c'est-à-dire que les institutions africaines devraient s'en emparer, l'Union africaine, certains pays ont une certaine velléité un petit peu plus proactive que d'autres et devraient peut-être permettre que ce débat s'installe. Ils s'en sont emparés, si je puis me permettre, puisque on faisait allusion au CRAN tout à l'heure, et il se trouve qu'au sommet de l'OUA, qui a-t-on choisi comme Premier ministre de la toute nouvelle diaspora africaine, donc 300 millions d'Africains dans le monde, Roger Louitin, qui est Georges, excusez-moi, il vous en prie. Qui est quand même celui par qui est arrivée l'affaire du Bénin, l'affaire de la Côte d'Ivoire, etc., donc qui a pris à bras-le-corps ce problème des restitutions. Donc ça veut dire qu'il y a visiblement actuellement une prise de conscience en Afrique de... On ne peut que s'en satisfaire, nous sommes d'accord. D'abord par sa diaspora, effectivement. Oui. Pardon ? Par sa diaspora, d'abord, oui. Tout à fait. Et oui, ça part effectivement de la diaspora. Oui. Tout à fait. La vraie question à se poser, Armel, quant aux marchands d'art africains, aux collectionneurs d'art africains, c'est de poser la question de savoir est-ce qu'on aime l'art africain ? Est-ce qu'on aime l'art africain ? Est-ce qu'on aime l'Afrique ? Quand on part déjà de cela, et qu'on se rend compte que si on aime cela, on doit pouvoir se poser la question de savoir est-ce que les Africains aussi ont droit à accès à leur patrimoine ? Ça, c'est la vraie question. Restitution, pas restitution, peu importe. C'est de savoir si l'Afrique a droit à accès à son patrimoine. Et elle a droit à accès à son patrimoine. Le problème, quand on voit des réactions, vous dites du président Talon, moi encore j'excuse toujours l'exercice difficile des politiciens. Je leur pardonne tout ça. Vraiment. Mais par contre, quand on lit dans la presse, certains anthropologues, à qui aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je dois dire que je rends hommage au travail fantastique qui est fait par les historiens, par les anthropologues et par les muséologues. Mais en réalité, quand on lit dans la presse, certains anthropologues dire « nous allons défendre nos musées ». J'ai entendu les anthropologues même dire « si jamais un objet est restitué, je préfère le brûler que le restituer en Afrique ». Ce ne serait pas Tervuren ? Je n'ai rien dit de plus, il suffit de taper sur Google. Mais quand un anthropologue ose parler de cette manière, on va reprocher au président Talon d'avoir parlé de cette manière. Donc, il faut absolument s'asseoir sur la table et trouver des véritables solutions, des partages, pour que l'Afrique ait accès à son patrimoine. Les collectionneurs privés, vous savez le nombre de collectionneurs aujourd'hui que je connais qui me disent le jour où il y a un musée,
je prêterai des objets, j'en donnerai s'il faut. Il y a un nombre illimité de ce genre de personnes. Des marchands, vous travaillez là-dessus sans parler d'une chose, parce qu'on parle du marché de l'art. Cela va créer des collectionneurs. On voit des collectionneurs arriver sur le marché. Et quelle incidence sur les Mais prix, sur les prix? Le marché de l'art africain en France, le boom du marché de l'art africain, c'est à partir de quoi? Des lettres de noblesse qui ont été données quand l'art dit primitif est rentré au musée du Louvre, quand le musée du Quai Branly a ouvert ses portes. C'est là que les lettres de noblesse, le travail évidemment des marchands, mais le travail des institutions publiques est important. Je terminerai rapidement par dire une chose. Je n'ai rencontré lors de tous mes voyages en Afrique, et même au niveau de la diaspora africaine, je n'ai jamais rencontré un Africain qui me dit « Je ne veux plus voir ma civilisation représentée dans tous les musées du monde ». Quelle fierté d'être représenté d'Abu Dhabi à New York. Armel, Oui. si je puis rajouter quelque chose. Vas-y, Amobé. Je veux donner un exemple peut-être un peu prosaïque pour dire que de toute manière, on ne peut pas empêcher le soleil de briller et que c'était une lame de fond. Ça va dans ce sens, comme dans tous les compartiments de l'expression artistique. Aujourd'hui, l'Afrique, sa jeunesse, sa diaspora ont pris conscience qu'il y a une part de réappropriation. Je vous donne un exemple trivial. C'est pas forcément ma came et ma tasse de thé, mais la dernière tournée de Jay-Z et Beyoncé était incarnée par une photo qui a été spoliée. C'est-à-dire que Tuki-Buki, qui est un film de Djibril Mambéty Diop, un Sénégalais, avait donc une moto sur lesquelles il avait campé des cornes d'animaux. Cette photo a été prise sans que rien ne soit restitué. Il y a eu tout un mouvement, et du coup, Jay-Z, qui ne connaissait même pas Djibril Mambéty Diop, je pense qu'il connaissait où se trouvait le Sénégal, à peu près, a compris que la moindre des choses, à l'instar de ce que Michael Jackson a fait pour Manu Dibango, pour Mamassé, Mamassa, Mamamakossa, à l'instar de ce qui se passe lorsqu'on parle du cacao, lorsqu'on sait que 40% de la production mondiale du cacao, c'est la Côte d'Ivoire, et qu'en Suisse, il n'y a pas une seule fève, mais que c'est en Suisse qu'on trouve la plus grande quantité de chocolat, eh bien, c'est exactement la même chose pour l'art. Aujourd'hui, les Africains revendiquent juste une filiation avec une parcelle de ce qui leur appartient, une parcelle de leur âme, de leurs ancêtres. Et je pense qu'on peut s'asseoir sans s'étrier pour commencer à en discuter. Il y a une génération qui est complètement décomplexée et qui n'a pas ce problème-là. C'est ce qu'on peut appeler de nos voeux. Alors, on peut donner l'exemple peut-être, qui est à mon avis assez intéressant, du Benin Dialogue Group. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Qui se noue entre le Nigeria et qui est un consortium qui Anglais. réunit à peu près une dizaine de musées du Nord, particulièrement de British Museum. Non, le British Museum. Non, il y a l'Autriche, il y a les musées allemands évidemment, et qui sont en fait qui discutent actuellement Autriche, la Suède, et qui discutent et qui ont donc des objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que après l'expédition punitive à Benin City, dans l'expédition anglaise, en 1897, les objets se sont retrouvés en vente publique sur le marché, et les premiers acquéreurs ont été le British Museum, mais ensuite tous les musées allemands qui étaient la suite des cabinets de curiosité, les Volkerkunde, etc. Si vous permettez, donc à Bertrand, Berlin, je précise qu'on parle de Benin City, mais qui fait partie de l'ancien royaume de Bénin et qui n'a rien à voir avec le pays Bénin, qui était Benin au Nigeria. City, c'est le Nigeria. Nigeria. Et donc, ce groupe est en discussion avec le Nigeria. Justement, quelqu'un parlait du musée qui était envisagé, donc avec des fonds d'ailleurs européens, pour pouvoir faire en fait une exposition tournante des objets qui seraient donc admis là de façon temporaire. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours quelque chose à montrer, mais que ce serait un roulement des différents musées qui seraient d'accord pour prêter ces pièces et qui donc font partie du... donc ça, c'est une possibilité. Un peu comme le système coréen, mais avec un roulement, quoi. Un roulement, oui, voilà. C'est un roulement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait les pièces du Volkerkunde de Leipzig, après ce serait celui de Stockholm, etc. Finalement, il y a plein de possibilités, beaucoup plus que... Il y en a certainement, oui, bien sûr. Alors... Et c'est pour ça, moi, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit un affrontement. Mais, comme vous savez, tout ça est quand même envenimé un petit peu aussi par la presse, comme d'habitude, qui fait qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un affrontement. Messieurs, mesdames les journalistes, rectifiez. Le marché de l'art n'a rien à craindre. Je dois malheureusement... on va conclure, c'est ça ? Conclure et proposer une seule question à la salle, parce que nous avons malheureusement pas mal déjà dépassé, et nous allons finir par nous faire sortir de la salle du centre. Sortez vos mains, voilà. Merci beaucoup de votre intervention et surtout pour ma question. Alors justement, vous abordez... Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Excusez-moi. Axel Haddad, groupe Huron Fine Art. Bonjour.
En l'occurrence, ça m'intéresse assez, justement, ces restitutions, parce que, comme vous l'avez abordé tout à l'heure à Mobé, avec Jay-Z et Beyoncé, je me posais la question si, justement, le retour de cet art africain et l'engouement qui s'y prend, est-ce que ça ne permet pas à une diaspora africaine, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, justement, de se reconnecter avec un art qui puisse lui être un peu plus sensible? Absolument. Et la jeunesse africaine est, dans certains pays, aussi connectée. En fait, c'est stratosphérique. On passe de gens qui sont sur Twitter, qui ont les mêmes infos au même moment, à des gens qui n'ont pas du tout accès à Internet. Et aujourd'hui, on a toujours, moi je suis toujours fasciné par le décalage qui existe entre ce que l'Afrique éprouve, ce qu'une parcelle de sa jeunesse éprouve, et les spécialistes des éditions spéciales du spécialisme sur l'Afrique, qui sont parfois pas toujours en phase avec ce qui est projeté. Donc effectivement, ce qui s'est passé, entre autres, et pour faire court, parce que monsieur me regarde d'un regard pressant, je voulais dire que lorsque Rihanna est arrivée au Sénégal et que le président Macron a songé à l'idée qu'elle puisse être l'égérie conseillère de la nouvelle déferlante pédagogique pour l'Afrique, ben la jeunesse a dit non, on ne veut pas d'une jeune dame qui se trémousse autour des piscines pour incarner. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qu'on dit, il y a une parcelle de la jeunesse africaine qui est vigilante, il y a une société civile qui est là, et j'en finis pour dire que allez vous pendre à mon cou, puisque c'est terminé. Je vous remercie. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.